Durant son premier mandat dans le cabinet Bourassa, il a mis de l'ordre au ministère des Transports et dans les projets de la région de Québec. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Gauthier. Bonjour. Vous avez été ministre. M. Bourassa vous nomme ministre des Transports. Comment il vous l'a appris? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le soir des élections, M. Bourassa est battu. Oui. On se rappelle ça dans le comté de Bertrand. Malgré le fait qu'on soit 101, M. Bourassa est battu. Donc, c'est un drame assez épouvantable. Et lorsqu'on m'interroge, avec mes militants célébrant la victoire, j'offre mon comté à M. Bourassa. Là, c'est un silence de mort autour de moi. Les gens ne comprennent pas. J'aviez consulté personne? Personne, non. Je n'ai consulté personne, mais je me disais, là, on ne peut pas être dans une situation où un premier ministre n'a pas de siège. Hein? Alors, surtout, la victoire était due à son retour en politique, à son expérience et de la manière dont il l'avait menée. Alors, donc, j'offre le comté, et pour moi, c'est un moyen de dire, depuis M. Lesage, ce sera la première fois que la région de Québec aura un premier ministre à Québec. Donc, l'histoire des contrepoids. Alors, ça avait été lancé sur le plan au niveau des nouvelles, du bulletin de nouvelles en direct. 2 heures, 2 heures et demie dans la nuit, M. Bourassa téléphone. Félicité de la victoire, me dit, tu comprends, je te remercie pour ton invitation, pour ta générosité, mais je vais d'abord penser plus à un comté dans la région de Montréal. Bon, je dis, écoutez, M. Bourassa, moi, je suis un serviteur, là, on a une belle victoire, donc il dit, est-ce que je peux te reparler demain? J'ai dit, bien sûr, quand vous voulez. Alors, le lendemain matin, moi, je ne fonctionnais plus. J'étais sur le dos, plus capable de me lever, des problèmes au dos assez importants. Et donc, le téléphone sonne. Alors, c'est M. Bourassa. Alors, je lui parle. Il dit, bon, qu'est-ce que tu souhaites avoir? Alors, je dis, moi, M. Bourassa, vous le savez, mon rêve a toujours été loisir, chasse et pêche. Alors, il me dit, j'en prends note. Alors, il dit, je quitte pour 2 ou 3 jours en Floride. Alors, il dit, est-ce que je peux t'appeler pendant la Floride? J'ai aucun problème. Alors, c'est le jeudi ou le vendredi, M. Bourassa me demande de le rejoindre à Montréal. Alors, je suis monté, couché derrière de l'auto. Je l'ai rencontré chez lui. Et là, on a commencé à discuter, parce qu'il avait discuté avec d'autres personnes, bien sûr, sur le Conseil des ministres. Évidemment, on parlait de un et l'autre, sans pour autant que mon assignation soit identifiée, puis ça ne me préoccupait pas plus qu'il faut. Alors, à un moment donné, il me dit, compte tenu du fait que, Gilles Rémillard va être ministre, des Affaires intergouvernementales. Il était député de Jean Talon. Député de Jean Talon, élu le soir, que Michel Pagé va être ministre. Portneuf, sans pour autant qu'il ait identifié le portefeuille. Et là, il me dit, Gérard Delévesque, Albert Côté, parce que ça en prenait des régions. Là, j'ai dit, M. Bourassa, Robert Dutil, dans la Beauce, Yves Séguin. Chose certaine, c'est que si on va avoir une représentation régionale, qu'il n'y ait pas de sous-région de l'Est du Québec qui se sentent isolés. Le Saguenay, bien sûr, parce que c'est leur choix. J'ai dit, c'est pas facile. Donc, finalement, on s'est retrouvés à la fin de la discussion,
où c'était Robert Duthil. Et là, Séguin n'était pas ministre. Là, c'était une catastrophe absolument épouvantable. Alors, Appréhendé. Appréhendé. Et là, j'ai eu beau plaider. Il dit non. Il dit, voici, il dit, maintenant, tes responsabilités. Ouais. Il dit, transport. Je l'ai jamais vu venir. Là. Moi, regarde, je n'avais pas manifesté aucun intérêt pour le ministère des Transports. Il dit, ça prend un ministère à vocation économique. Il dit, ça prend un gros ministère, compte tenu que je ne peux pas nommer le nombre de ministres que la région de Québec aurait droit. Alors, il dit, ça prend un gros ministère. Il dit, Gérard D. Lévesque a insisté auprès de moi pour que tu prennes la responsabilité du développement régional. Je dis, ouais. Là, je commençais à trouver que la charge était... J'ai dit, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il me dit, tu vas présider un comité ministériel. Président du comité ministériel. Bon, lequel? Celui de l'aménagement et du développement du territoire. Je ne sais même pas ce que c'est. À peu près, là, regarde. Et dans son organisation de gouvernement, M. Bourassa avait décidé qu'il y aurait le moins possible d'arbitrage en haut. Par conséquent, il avait créé 4 comités ministériels, un présidé par Gérard D. Lévesque, un présidé par Claude Ryan, un par mois, et là, j'oublie l'autre, mais... puis donc, l'annonce se fait, transport, développement régional et comité ministériel d'aménagement et de développement de territoire. Et donc, à partir de ça, avant même l'annonce du Conseil des ministres, il y a eu un chassé-croisé pour tenter de trouver une solution honorable pour Yves Séguin. Finalement, je lui dis, ça ferait un bon ministre du revenu. Yves Séguin, compte tenu d'un fiscaliste, et ainsi de suite, et sur le plan des discussions avec lui, je dis, regarde, Robert, le matin même de l'annonce du Conseil, on a eu une première réunion du Conseil, et dans la nuit, il y avait cogité à tout ça, et on s'est retrouvés à la table du Conseil avec nos cahiers de nomination de chacun des... Et là, Michel Gratton, qui était leader du gouvernement, ministre du Tourisme, apprend qu'il est ministre du Revenu, à la table. Et là, à un moment donné, Gratton fait signe, je vois ça, c'est quoi ça? Une erreur? Il me fait signe à moi et à Gratton. Bon, il dit, écoute, la solution... il dit, c'est vrai que Séguin, il faut y créer un peu d'espoir. Alors, à partir de ce moment-là, il dit, on va le nommer adjoint parlementaire au ministère du Revenu, mais avec la responsabilité du ministre du Revenu, mais il va faire ta job à toi, mais toi, tu vas être ministre. Alors, c'est comme ça, finalement, que ça s'est réglé. Et quoi, 1 an plus tard, Yves devenait officiellement ministre du Revenu. Mais c'était une situation assez exceptionnelle. Et c'est comme ça que le travail a commencé en 1985. Alors, évidemment, il y avait la responsabilité de la région de Québec, c'était évident. Mm-hmm. Vous étiez très près de M. Bourassa à cette époque-là. Ben, ça datait de la course au leadership, où vous aviez été son organisateur. Il vous consultait beaucoup. Est-ce que ça vous ouvrait une porte privilégiée pour régler vos dossiers, autant pour la région de Québec que pour le ministère des Transports? En fait, la manière dont ça fonctionnait avec M. Bourassa, c'est qu'on n'avait pas de nouvelles. Donc, ça allait bien quand il n'y avait pas de nouvelles? Et moi, la première année, j'avais quand même eu plusieurs dossiers, dont celui de Québécois, en particulier très rapidement. Et je lui ai dit, M. Bourassa, est-ce que je peux vous voir? Il dit, oui, alors, il vient me trouver, on commence à jaser. Je dis, écoute, j'ai dit, ça va comment? J'ai dit, M. Bourassa, on n'a pas d'indication de votre part si ça va bien, si ça va mal. Il m'a dit, écoute, pour le reste de ta carrière, si je ne t'appelle pas, c'est que ça va bien. La journée où je t'appelle, c'est parce qu'il y a peut-être un petit problème. Alors, il dit, tout est beau, tout va bien. Alors, il dit, tu fais un job exceptionnel. Bon, il dit, parfait, merci. Alors, c'est comme ça que je me suis comporté pendant toute la période.
Et là, j'avais compris qu'il y avait un gars qui était un petit peu intéressé à la voirie, qui s'appelait Gérard Delévesque. Donc, quand il arrivait dans son budget, l'idée, c'était une étape additionnelle, sans que le Trésor le sache, aller négocier avec M. Lévesque dans son budget, un petit budget spécial additionnel, qu'il allait mettre dans le budget, ça paraissait bien, mais on était le bénéficiaire. En autant, évidemment, qu'il y a certaines retombées pour le comté de Bonaventure, ce qui explique l'état qualitatif du réseau routier dans Bonaventure. Vous parliez de Québécois, un premier gros dossier, la vente de Québécois. Comment ça s'est fait? Parce que c'était quand même un épisode assez long. Québécois était un symbole. Un symbole, on s'amusait dans l'opposition, nous, à dire ben oui, l'important pour les ténors péquistes, c'est avoir la fleur de lys sur la queue de l'appareil de Québécois. Est-ce que ça coûte? Ça n'a pas d'importance. Hein? Et donc, on était arrivé un peu avec un programme un peu plus de centre-gauche, mais pas d'abus des fonds publics sur le plan d'éléments comme celui-là. Alors, moi, je suis assermenté là, le 10 décembre et on se retrouve à mon cabinet parce que l'ampleur de la tâche, je ne l'ai connue que la journée où je me suis assis au ministère. Il faut se mettre à l'ouvrage. Et les deux premiers téléphones que j'ai eus, le premier, c'était M. Trudeau, qui était le responsable du secrétariat à l'aménagement que je présidais, puis qu'il y avait une réunion urgente. Alors, j'ai dit, venez me voir pour m'expliquer ce que c'est, là, pour comprendre. Le deuxième téléphone, ça a été le président de Québécois, et qui sollicite un rendez-vous d'urgence. Alors, ce que j'apprends au rendez-vous, c'est que Québécois a besoin de 10 millions de dollars additionnels, qui fait que, grosso modo, dans l'historique, le gouvernement du Québec aura pompé plus ou moins 60 millions de dollars dans Québécois. Ce qui veut dire que les citoyens du Québec payeurs de taxes subventionnaient les gens qui prenaient l'avion de Québécois, y compris ceux qui faisaient la chasse au caribou à Shefferville, les Américains qui avaient un package et qui, le transport inclus, y compris des panages de caribou. Là, je trouvais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et ils voulaient ajouter à ça l'addition d'avions supplémentaires. Fait que j'ai dit, laissez-moi examiner tout ça. Alors, je me retrouve après les fêtes assez rapidement dans le dossier et de plus en plus, je suis convaincu de la nécessité de privatiser Québécois et d'envoyer un signal que l'État n'a pas d'affaires dans le transport aérien commercial. Et donc, le 18 de janvier, je prends le téléphone, j'appelle M. Bourassa, toujours en se rappelant que le député de Saint-Laurent avait démissionné pour faire place à une partielle qui se tenait le 20 janvier et où M. Bourassa se présentait. Alors, je lui dis, bon, M. Bourassa, voici les grands chiffres et je suis convaincu maintenant qu'il faut enclencher un processus de privatisation de Québécois. Il dit, je suis tout à fait d'accord. Alors, il dit, fais le nécessaire. Parfait. Moi, je suis convaincu que j'ai du temps. Là. Alors, le dimanche soir, le 19, je suis installé chez moi. Je prends le bulletin de nouvelles. Manchette, Robert Bourassa annonce la privatisation de Québécois. Là, je suis assis dans mon fauteuil. Je n'ai pas bien l'impression que c'est moi qui mène. Le premier ministre a quand même le droit de faire ce qu'il veut. Là. Alors, aussitôt la manchette terminée, le téléphone sonne. Alors, c'est M. Bourassa. Il dit, Marc, t'es peut-être mis un peu dans l'embarras, mais il dit, ce que veux-tu? Il dit, il y a des élections demain partielles, puis il dit, il faut bien que le monde entende parler de moi un peu. Alors, il dit, comme on s'était parlé, j'ai pensé que c'était peut-être le bon moment de parler de la privatisation de Québécois. C'est comme ça que ça s'est lancé rapidement. Et ça a été le premier dossier majeur de ma période de transport, où c'était véritablement un test de capacité aussi. Dans les premiers temps où vous étiez au transport, vous avez eu une rencontre mémorable avec le maire de Montréal, Jean Drapeau. C'était à quel sujet?
Ah mon Dieu. Moi, je vous rappelle là, que je suis toujours impressionné par le personnage. Hein, et il faut se le dire. Là, des Jean Drapeau, des Pierre-Éliott Trudeau, des Robert Bourassa, des René Lévesque, il y en a moins qu'il y en avait. Hein. Alors, ils ont marqué l'histoire. Ils ont marqué l'histoire. C'est des personnages avec une formation intellectuelle, un sens des communications, un leadership très impressionnant. Et mon contact avec, en 1975, pour les Jeux olympiques au Salon Rouge de l'Assemblée m'a toujours marqué sur son habileté. Alors, ma secrétaire me dit, elle dit, « Monsieur Côté, le téléphone, c'est M. Jean Drapeau. » Oh, maire de Montréal, le personnage. Je prends le téléphone, « Oui, M. Drapeau. Monsieur le ministre, vous allez bien? » « Oui, oui. » Alors, il dit, « Je solliciterai une rencontre avec vous. » Alors, il dit, « Quand pouvez-vous me recevoir à Québec? » Alors, je dis, « M. Drapeau, je vais me déplacer. » Alors, je dis, « Choisissez la date et l'endroit et je vous rencontre. » Alors, donc, on s'est retrouvés. Il me dit, « Écoutez, au restaurant de l'Hôtel Champlain, à 7 h jeudi soir. » Moi, en personnage très impressionné, alors j'ai dit, « Je vais être là à 6h45. » Je me rends à l'hôtel, j'arrive là, je viens pour m'installer, il est déjà là. Il est déjà installé, ses papiers autour de lui. Il me remercie de m'être déplacé, on discute de choses et d'autres rapidement, et il vient vite au sujet. Alors, il dit, « Écoutez, moi, mon règne achève, je ne serai pas candidat à la mairie de Montréal, il me reste un dossier d'importance à régler. On ne pourra pas le régler ensemble. Je veux vous faire part de ma vision de ce dossier-là. » Alors, il dit, « Écoutez, avec Mirabel, aéroport international, si on ne fait pas quelque chose maintenant, ou si on n'enclenche pas quelque chose maintenant, Mirabel et Montréal et Dorval vont se faire manger par Toronto sur le plan des vols aériens. Le seul moyen de contourner ou d'amoindrir le choc, c'est de faire en sorte que les gens qui vont à New York puissent avoir un accès plus rapide compte tenu de l'affluence et de vol et du trafic. Alors, il dit, le seul moyen, il dit, c'est de créer un lien ferroviaire entre Mirabel et le centre de New York. Il dit, en passant par Albany. Et il dit, voici les études que j'ai fait faire par SNCF, et voici ce qui reste à faire. Mais il dit, soyez sûr d'une chose, il y a des obstacles, et les obstacles sont principalement reliés au climat. Alors, il avait étudié le parcours de manière extraordinaire. Évidemment, sur le plan des coûts, c'est une autre affaire, là. On avait un petit peu l'habitude, mais de voir le visionnaire. Hein, puis quand on regarde ça aujourd'hui, Mirabel est mort parce qu'on n'a pas su désenclaver Mirabel et Toronto s'est taillé la part du lion du trafic aérien en transit pour les États-Unis. Et sa vision, lui, c'était l'individu débarque à Mirabel, il est en habit, il embarque, il n'est même pas sorti dehors, peu importe les conditions hivernales, il embarque dans le train et le train va l'amener à New York plus rapidement que s'il était en avion, pogné dans le trafic aérien là-bas, puis dans le trafic tu vas l'amener au centre-ville. Vous avez instauré aussi une commission parlementaire, je crois, sur les problèmes de transport à Montréal. Est-ce que ça a donné des résultats? Ah ben, mon Dieu, ça, c'est toujours la sempiternelle problématique de quelqu'un qui n'est pas de Montréal, forcément, ne comprend rien à Montréal. Donc, la problématique, c'est à dire, il nous arrive avec un gars de l'Est du Québec. Hein? Il venait pas de Québec, il venait de la banlieue de Québec, hein, pour tenter de régler les problèmes de Montréal. Et pour tenter d'amadouer tout ce beau monde bien pensant montréalais, j'avais convaincu M. Bourassa de me laisser faire de la commission parlementaire à Montréal. Ça ne s'était jamais fait. Il n'y a pas de commission parlementaire permanente de l'Assemblée nationale qui avait siégé
en dehors du Parlement. Alors, j'ai dit, l'enjeu, M. Bourassa, c'est qu'on t'apprend à asseoir le futur. Puis, dans la mesure où on fait ça à Québec, les gens sont obligés de se déplacer. J'ai dit, moi, je pense qu'on est mieux de se déplacer, s'installer à Montréal, entendre les gens. Alors, on a publié un livre blanc. On dit, après ça, on va aller en commission parlementaire pour entendre les gens. Et de ça, on publiera un plan de transport pour Montréal. Donc, le plan de transport, et on se rappelle, il y avait des divisions absolument énormes entre Longueuil, Montréal et Ville-Laval. Le métro était à Longueuil, le métro n'était pas à Laval. Donc, quand on dit que le trafic ou le transport en commun, c'était une pièce maîtresse, ce qu'on a voulu asseoir, c'est asseoir un organisme régional qui allait évidemment transcender les clivages d'une ville ou l'autre et faire en sorte qu'il puisse y avoir une vue d'ensemble à l'intérieur d'un organisme. Un des résultats du plan de transport, ça a été, il a fallu payer. Ça a coûté 20 millions additionnels au gouvernement du Québec, mais on a réussi à installer l'organisme régional de transport qui fait que l'individu de Longueuil, de Laval ou de Montréal est traité sur le même pied lorsqu'il y a à prendre le métro ou les transports en commun. Et c'est là qu'est arrivée une des belles réussites, qui était le train de banlieue de Deux-Montagnes-Montréal, qui était une première, qui permettait à Bombardier d'entrer dans le domaine et de fabriquer des wagons. Et c'est SNC-Lavalin qui avait assumé la réalisation du tout. Et ça a été le premier train de banlieue qui a eu un succès phénoménal et qui amène aujourd'hui tout le développement qui est là. Donc, au niveau du transport en commun, ça permettait ça. Au niveau du transport routier, il y avait des problématiques assez importantes. À l'époque, M. Doré, le maire de Montréal, se battait contre l'autoroute 30. Et l'idée, c'était de faire une voie de ceinture qui entourait Montréal et qui faisait en sorte que les camions qui étaient en transit pour l'Ontario ou pour les États-Unis n'aient pas à passer sur le métropolitain, qui était déjà à surcapacité. Donc, on a donc proposé l'autoroute 30, qui a été combattue par la Ville de Montréal. Et à ce moment-là est arrivé un échange assez vigoureux avec M. Doré, maire de Montréal, sur la réfection du boulevard métropolitain, où lui arrivait avec un projet de faire en sorte qu'il ne soit plus aérien, mais qu'il soit en tunnel. Puis son estimation était de plus ou moins $1 milliard, alors qu'après une analyse assez exhaustive, c'était 4 milliards de dollars. Et donc, à partir de ça, mais évidemment, la Ville de Montréal ne mettait pas une scène, c'est le gouvernement du Québec qui devait payer. Et c'est là que j'ai eu une phrase qui m'a collé quand je l'ai traité de roi de Montréal. Évidemment, ce n'était pas ma meilleure déclaration, mais ça a été donc un plan de transport qui, au niveau du transport en commun, a marqué une étape assez importante. Ça s'est donc traduit par une rénovation du boulevard métropolitain de plus ou moins 100 millions de dollars qui s'est faite dans l'espace de 6 mois avec un beau succès. Vous étiez aussi ministre responsable de la région de Québec. Quel dossier était prioritaire à régler? Le premier dossier, ça a été le parc technologique, de régler le parc technologique. Et j'ai toujours aimé le dimanche matin, moi. Alors, il y a eu des rencontres mémorables à mon cabinet au transport le dimanche matin, à la place de la Messe. C'était très charitable. Où M. Pelletier, maire de Québec, Mme Boucher, maire de Sainte-Foy, et M. le recteur de l'Université Laval, Jean-Guy Paquette, par la présence de l'Université Laval, où on a tenté de faire des arbitrages pour permettre l'accouchement du parc technologique. Ça a demandé beaucoup d'efforts et surtout beaucoup d'argent, de telle sorte que le règlement du dossier du parc technologique par un projet de loi a fait en sorte qu'il est toujours demeuré à la même place. Et il y aurait des dossiers, plusieurs dossiers d'autres à parler. On pourrait vous parler du centre des congrès, on pourrait parler de carrément l'histoire des cégeps à Québec, parce que mon comté à moi, il y avait des besoins aussi. Alors, l'atrium d'aménagement de fonctionnaires à Québec, j'avais dit à Jean Pelletier, à ce moment-là, qu'il ne voulait pas, hein,
parce que c'était pas... J'ai dit, ton ambition, c'est de faire de la grande région de Québec une ville Québec. Alors, est-ce que si c'était le cas, Jean, est-ce qu'il pourrait y avoir des fonctionnaires à Charlebourg? Il m'a dit, au nord de la capitale et à l'est ou à l'ouest de Laurentien. Alors, je lui ai dit, parfait, il va en avoir. J'ai dit, il y a l'Atrium, ça se situe exactement dans ce quadrilatère-là. Alors, et oui, mais il dit, Québec n'est pas une ville. La grande région de Québec n'est pas une ville. Et comme j'étais responsable de la Société d'assurance automobile, puis il était question d'un siège social à asseoir sur la gare intermodale qui l'avait parrainé, j'ai dit, tu as deux choix. Hein? Je prends le siège social de la Société d'assurance automobile, je le déménage à l'Atrium ou je l'installe à l'Atrium, ou le gouvernement achète l'Atrium et déménagera des fonctionnaires. Et finalement, ça a été des fonctionnaires qui sont allés à l'Atrium. Mais tout ça fait en sorte que pour la région de Québec, il fallait qu'il y ait des équilibres. Et évidemment, là, le plus beau dossier de la région de Québec aura certainement été celui du centre des congrès. Parce que ça a été long, ça aussi, à aboutir. Ah, ça a été long parce que M. Pelletier avait quitté comme maire. C'est M. Lallier qui est arrivé et son ami Denis de Belleval lui avait mis dans la tête qu'un centre des congrès, ça devait s'installer au G. Alors, j'ai dit à Jean-Paul, après avoir tiraillé du poignet, j'ai dit, regarde, ce qu'on va convenir, on va faire une étude, on va savoir comment ça coûte agrandir le centre de congrès, le moderniser là où il est, ou ton idée du G. Et un bon jour, je l'ai appelé, j'ai dit, peux-tu passer au ministère? Alors, il est venu me voir, j'ai dit, ça coûte 32 millions de plus, et c'est pas le gouvernement qui va le payer. Si tu veux payer le 32 millions, à ce moment-là, c'est là qu'il va aller. Mais si tu ne payes pas le 32 millions, le gouvernement n'a pas 32 millions à mettre de plus pour ça. C'était déjà 100 millions. Hein? Alors, qui faisait en sorte là, que Québec reprenait son rôle de destination de congrès. Et ça s'est finalement fait et inauguré au moment où j'étais parti de politique, mais c'est un équipement capital. Là, donc, qui fait que Québec est un lieu de destination pour les congrès. Pendant que vous régliez, vous travailliez sur ces dossiers-là, la vie continuait au gouvernement et il est arrivé à la fin de 89, je crois, 88-89, le retour du débat sur l'affichage linguistique. Est-ce qu'on affiche unilingue français ou prédominance, etc.? Quelle était votre position là-dessus? Alors, pour moi, le problème est assez simple et assez clair. On affiche en français. Évidemment, par esprit d'équipe et de solidarité, il fallait voir les collègues avec qui on travaillait. Hein, les Cliff Lincoln, les Michel Gratton et les autres. Qui représentaient une proportion anglophone. C'est ça, puis qui n'étaient pas des exaltés, qui étaient des gens modérés. Et ça a été une période assez pénible là, au niveau de la décision. Et le plus grand spécialiste, celui qui maîtrisait le mieux le dossier, c'était M. Bourassa. Et c'est assez exceptionnel de le voir manœuvrer dans ce genre de situation-là, ou laisser, au niveau du Conseil des ministres, en particulier du caucus, les gens s'exprimer dans des points de vue diamétralement opposés. Et à un moment donné, d'être capable de faire une synthèse de ça. Et son objectif a toujours été le bien du Québec. Et lorsque la décision a été prise à ce moment-là, c'était une décision pas facile, parce que ce que ça a occasionné, c'est la perte de collègues qui ont démissionné du Conseil des ministres, des collègues de valeur. Quand on pense à Cliff Lincoln en particulier, c'était une démission, Rick French, Herbert Marx. Donc, c'était pour nous, une équipe, il y avait un deuil à faire. Et eux comprenaient notre position, mais nous aussi, il fallait comprendre la leur. Merci, M. Côté. On continue la semaine prochaine.